Audience accordée hier par le président de la République Alassane Ouattara à la ministre française déléguée en charge de la francophonie, Yamina Benguigui, est à Abidjan où elle a participé à la 39e assemblée annuelle de l'Assemblée parlementaire francophone. Fin aujourd'hui de la 39e assemblée parlementaire francophone, les députés se sont penchés au cours des travaux sur le rôle des parlements dans la construction de la nation. Ouverture ce soir de la campagne pour les élections partielles du 21 juillet prochain. L'annonce a été faite par le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko. En sport, le général Lassana Palenfo, réélu pour un mandat de 4 ans à la tête de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA. La 15e assemblée générale ordinaire de l'association s'est ouverte aujourd'hui à Abidjan. Bonsoir et bienvenue dans cette demi-heure d'information. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu en audience hier la ministre française déléguée en charge de la francophonie. Yamina Benguigui participe à Abidjan à la 39e assemblée annuelle de l'Assemblée parlementaire francophone. Jérôme Kofi Aboulin. Yamina Benguigui, reçue par le président de la République Alassane Ouattara, l'audience s'est déroulée au palais présidentiel. Yamina Benguigui est ministre déléguée chargée des Français de l'étranger et de la francophonie. C'est bien à ce titre qu'elle a été reçue par le chef de l'État, avec qui elle a notamment parlé de coopération, surtout au niveau de la francophonie. Nous avons abordé le volet de la francophonie, évidemment, sur comment aussi relancer de façon bilatérale la culture, le cinéma, le livre. Le cinéma qui est important puisque la Côte d'Ivoire a de très grands auteurs, de grands réalisateurs et il faudrait relancer la production. Lorsqu'un pays comme la Côte d'Ivoire a passé 10 ans dans un conflit tragique et difficile, souvent la culture n'est pas forcément la priorité, puisque la relève d'un pays est important, surtout on l'a vu même avec le Parlement, on voit comment le Parlement a été remis debout. Mais la culture fait partie aussi de l'identité d'un pays, de ses racines. Et aujourd'hui, dans l'espace francophone, la présence ivoirienne nous manque beaucoup. La ministre déléguée en charge des Français de l'étranger et de la francophonie entend apporter sa contribution à l'essor de la culture en Côte d'Ivoire. Yamina Benguigui veut relancer de façon bilatérale le cinéma et le livre dans le pays. L'annonce a été faite au sortir de sa rencontre avec son homologue ivoirien. Et vous l'avez entendu, selon la ministre française, la culture fait partie de l'identité et des racines d'un pays. Le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, pour sa part, s'est dit satisfait de ce partenariat qui vient d'être scellé. Il a élevé au grade de commandeur de l'Ordre du mérite culturel ivoirien la ministre Yamina Benguigui. Les travaux de la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ont pris fin aujourd'hui. Le rôle des parlements dans la construction d'une nation a été le sujet principal débattu tout au long de ces assises. Léon Brou nous en parle. Des commissions à la présidence en passant par les secrétariats administratifs et parlementaires, c'est une assemblée parlementaire de la francophonie nouvelle au terme de la 39e session de cette organisation. Côté présidence par exemple, le fauteuil de Burkinabé Apollinaire Ouattara est revenu à la sénatrice canadienne André Champagne. Je considère cet honneur comme triple, celui de devenir présidente de cette respectable assemblée, celui d'obtenir le grade de Grand Croix de l'Ordre de la Pléiade, celui de n'être que la deuxième femme à accéder à la présidence de l'APF. Comme la nouvelle présidente, le nouveau secrétaire parlementaire de l'APF, le Français Pascal Terrasse,
a rendu hommage à ses prédécesseurs pour leurs efforts en faveur de la coopération parlementaire dans l'espace francophone. Hommage a été également rendu à la Côte d'Ivoire pour son succès dans l'organisation des 39e assises de l'APF. Sur cette motion, le président du Parlement ivoirien a fait un commentaire. Grâce à vous, la Côte d'Ivoire a enfin retrouvé sa juste place dans le concert des nations francophones et continuera, je peux vous l'assurer, à jouer son rôle à chaque instant pour l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Espace d'échange, de promotion de la démocratie et de la coopération parlementaire, l'Assemblée parlementaire de la francophonie tiendra sa 40e session dans un an à Ottawa, au Canada. Rendons-nous à la primature où le Premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan a accordé hier une audience à l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement s'est également entretenu avec des banquiers sud-africains désireux d'investir dans le pays. Daniel Cablon-Duncan a aussi abordé la question du développement de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny avec les structures concernées. Hugues Hervé Blé. Première audience sur le calepin du Premier ministre en début de soirée jeudi. C'est l'accordé à l'ambassadeur de Turquie en Côte d'Ivoire. Le diplomate était porteur d'un message du Premier ministre de son pays, au Premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan. Ça a été une occasion pour discuter aussi des relations bilatérales entre les deux pays et aussi des moyens de les renforcer davantage. On n'est qu'au début, il y a encore beaucoup de choses à faire. Avec la délégation de la Rand Merchant Bank, il a été question de soutien à l'investissement en Côte d'Ivoire. La banque sud-africaine, qui pèse 30 000 milliards de francs CFA, entend apporter son appui à la reconstruction de la Côte d'Ivoire en soutenant divers projets de développement. Et les discussions ont tourné autour des opportunités que nous pourrions avoir ici en Côte d'Ivoire sur des secteurs divers et aussi pouvoir entrer en partenariat avec des banques locales ou des structures locales afin de pouvoir accompagner des projets et aussi les petites et moyennes entreprises à des projets de financement. Énergie, infrastructure, matières premières. Dernière délégation à être reçue en soirée jeudi, celle venue évoquer la construction du pôle aéroportuaire d'Abidjan. Le projet, il a été confié au Premier ministre, connaît des avancées notables. J'ai rencontré le Premier ministre pour évoquer le sujet de l'aéroport d'Abidjan et du projet qui y est associé, qui s'appelle l'Aérocité. Nous sommes à la veille, je dirais, d'une finalisation de ce projet. Il nous reste quelques dossiers à regarder, mais dans un délai très bref, je pense que nous serons en mesure de commencer ce projet. La campagne électorale pour les élections partielles du 21 juillet prochain s'ouvre ce soir à minuit. Elle va durer 7 jours. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko. Plus de 153 000 électeurs de la région du Tchologo et des communes d'Anyama, Bétié et de Ropo sont appelés aux urnes pour élire leurs conseillers régionaux et municipaux. Justine Saïdjike. Reprise des élections dans la région du Tchologo pour les conseillers régionaux et dans les communes d'Anyama, Bétié et de Ropo pour les conseillers municipaux. 153 273 électeurs sont appelés aux urnes le 21 juillet prochain. La campagne électorale dure 7 jours et s'ouvre le samedi 13 juillet à 0h et s'achève le vendredi 19 juillet à minuit. Le président de la commission électorale indépendante exhorte les candidats, les populations et les électeurs au respect des consignes. Comme je ne cesse de le faire en pareille occasion, j'ai décidé une fois de plus de m'adresser à vous. D'abord, pour inviter les candidats en compétition à adopter un comportement républicain respectueux des textes régissant le déroulement de la campagne électorale. Ensuite, pour exhorter les populations en général et les électeurs en particulier des circonscriptions concernées à faire preuve de civisme et de discipline durant la campagne. Ces élections partielles qui mettent fin au cycle électoral de sortie de crise interviennent suite
au contentieux électoral ayant entraîné l'annulation du scrutin du 21 avril dans ces circonscriptions. Elles opposeront 10 listes de candidatures, dont 2 dans la région du Tchologo, 3 dans la commune d'Agnaman, 3 dans la commune de Bétié et 2 dans celle de Doropo. Youssouf Bakayoko rassure, toutes les dispositions ont été prises pour le déroulement de scrutins sécurisés et apaisés. Plus de 9% de la population active est au chômage en Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort de l'enquête portant sur le niveau du chômage dans le pays. Les résultats restitués aujourd'hui doivent être validés par le gouvernement. Noël Nyagno. Le taux du chômage en Côte d'Ivoire, une question à polémique. Le gouvernement a décidé d'y apporter une réponse objective. Depuis ce vendredi 12 juillet 2013, les résultats de l'enquête diligentée en juin 2012 avec l'appui de la Banque mondiale et autres partenaires au développement sont connus. Première étape, la définition du mot chômage. Est en chômage toute personne qui recherche effectivement un emploi. Si vous ne recherchez pas un emploi et que vous êtes assis chez vous et que vous vous promenez en longueur de journée dans les rues, vous n'êtes pas un chômeur. Quand on voit effectivement la réalité des gens qui n'ont rien à faire, qui se promènent, on dit qu'il y a beaucoup de chômeurs, mais ces personnes ne sont pas toujours dans la logique de la recherche d'emploi. Sur cette base, le taux du chômage en Côte d'Ivoire est estimé à 9,4%, soit 986 320 personnes sur les 10 478 370 actifs ivoiriens. En attendant de restituer les résultats à travers 4 présentations de spécialistes en la matière, cette étude nous renseigne. Nous sommes en train de faire donc une expérimentation en Côte d'Ivoire pour que les chiffres sur la création d'emplois existent, les chiffres sur les demandeurs d'emploi existent. Au regard de ces conclusions, Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, invite singulièrement les jeunes à renseigner les institutions publiques sur leur situation, à l'effet d'avoir une claire appréciation de la question du chômage pour y apporter les solutions justes. En économie, le port autonome d'Abidjan vient d'obtenir un important marché avec l'entreprise Glencore spécialisée dans l'exportation du zinc. Il concerne le transit par le port autonome d'Abidjan de minerais en provenance de la mine de Perkoa au Burkina Faso. 120 tonnes de zinc sont arrivées hier dans la capitale économique. Le reportage est signé Ali Diarasouba. Le port autonome d'Abidjan, PAA, était en compétition avec plusieurs ports ouest-africains depuis quelques mois pour glaner cet important trafic. Il s'agit d'un contrat tripartite entre le port autonome d'Abidjan, l'entreprise de manutention Sea-Invest et Glencore. Ce sont environ 200 000 tonnes de zinc qui devraient transiter par Abidjan chaque année. L'obtention de ce contrat est l'aboutissement d'un long processus de démarche engagé par les autorités portuaires d'Abidjan. En mission commerciale en Suisse le mois dernier, le directeur général du PAA, Iensier, avait rencontré l'entreprise Glencore à son siège à Zurich. L'objectif aujourd'hui réalité étant de convaincre les dirigeants de cette entreprise pour le passage de minerais au port d'Abidjan dans le cadre de l'exploitation de la mine de Perkoa au Burkina Faso. Pour l'heure, ce sont 120 tonnes de cette importante quantité de zinc qui sont arrivées dans la capitale économique ivoirienne. Elles ont été reçues symboliquement ce jeudi, la preuve que le PAA est en pole position pour devenir le hub de l'Afrique de l'Ouest. Notre rôle, c'est de faire en sorte que tous les exportateurs, les importateurs, les opérateurs économiques puissent faire passer les marchandises dans les bonnes conditions. Le port d'Abidjan est en train de chercher à se donner les moyens d'accueillir ce trafic, bénéfice de l'économie. D'autres projets sont en cours. Avec l'obtention de ce marché d'exportation de zinc de la mine de Perkoa, le port d'Abidjan est plus que jamais sur la bonne voie de se positionner comme la base logistique ouest-africaine de ce géant minier. Je vous fais lecture de ce communiqué. Les ministres en charge des transports, de la sécurité, de l'économie et des finances et de la défense portent à la connaissance des propriétaires et conducteurs de taxis-compteurs et de taxis intercommunaux, communément appelés Woro-Woro ou taxis banalisés, que conformément au protocole d'accord signé le 2 novembre 2012, il sera procédé à partir du lundi 15 juillet 2013
au contrôle des documents administratifs afférents aux véhicules, des pièces autorisant l'exercice de l'activité de transport public, de la patente, du certificat de visite technique et de l'assurance de transport public voyageurs. Tout défaut constaté au cours de ces contrôles entraînera automatiquement la mise en fourrière des véhicules dont la remise en circulation sera conditionnée par le paiement des frais de fourrière et de mise à jour des documents administratifs cités plus haut. La page agriculture à présent, avec la fin de l'atelier d'élaboration de la stratégie nationale de développement des cultures vivrières autres que le riz. Le coût de la stratégie est estimé à plus de 600 millions de francs CFA sur la période 2012-2022. Les explications de Noël Niagno. La production vivrière autre que le riz. La stratégie nationale est adoptée après 72 heures de travaux. Elle va coûter plus de 600 millions de francs CFA. Elle prend en compte l'appui technique à la production, à la commercialisation, à l'organisation des acteurs, au renforcement des capacités des structures d'appui. Appui également à la valorisation et à l'amélioration de la compétitivité des produits, sans oublier l'appui au cadre institutionnel. Ça, c'est le volet théorique de la stratégie, avec des cibles identifiées. Mais d'autres réalités menacent le secteur du vivrier, précisément les cultures pérennes et autres questions. Sur ces questions, le directeur de la production et de la sécurité alimentaire rassure. Il a été décidé aussi que dans la mise en œuvre, que les premières années de toutes les cultures pérennes, on puisse associer le vivrier, plutôt que de mettre des plans de couverture ou bien de mettre carrément des herbes pour laisser à nu. Donc cela va permettre d'abord, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, selon les cultures, on puisse produire sur le même espace à la fois le vivrier pendant que les cultures pérennes sont en train de se développer dans la partie où elles dominent. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, l'atelier a recommandé la mise en place d'un dispositif institutionnel capable de mobiliser et canaliser les énergies vers la réalisation des objectifs assignés à la stratégie. Les travaux sur la réforme de la sécurité en Côte d'Ivoire ont également pris fin aujourd'hui à Grand-Bassam. Il a été question au cours du conclave de la reconversion de l'armée ivoirienne et l'extension de la couverture médicale universelle aux militaires. Francis Boifo. Mission accomplie. La trentaine de tests soumis à réflexion a été adoptée, dira le général de corps d'armée Gueux Michel, président du comité d'organisation de l'atelier. Mais en raison du caractère strictement militaire de beaucoup de tests, seules quelques recommandations relatives aux ressources humaines et au protocole ont été portées à la connaissance de la presse. L'atelier recommande la mise en place d'un service autonome d'aide à la reconversion des militaires, la mise sur pied d'un groupe de travail impliquant le protocole d'étape pour la rédaction des manuels de dispositions protocolaires lors des cérémonies officielles, l'extension de la couverture médicale universelle aux militaires et à leurs familles, la mise en place d'un comité qui sera chargé du suivi de la mise en œuvre des réformes. Le premier responsable de la défense souhaite l'adoption des travaux de l'atelier par le Conseil national de la sécurité au regard des objectifs du président de la République. Que les projets de loi soient transmis à l'Assemblée nationale pour que nous ayons une armée moderne, républicaine, aux normes internationales, pour permettre de faire ce qualitatif qui permettra à la Côte d'Ivoire aussi d'être un pays émergent, aussi en matière de défense, d'ici 2020. Les travaux sur la réforme de la sécurité ont réuni les responsables des différents corps militaires. Plusieurs généraux à la retraite ont été sollicités pour participer à la reconstruction de la nouvelle armée ivoirienne. S'imprégner des difficultés et défis rencontrés par les étudiants à l'université Nangui à Brougua, c'était le but de la visite effectuée hier par le ministre de l'Enseignement supérieur Cissé Bakongo dans cet établissement. L'université Nangui à Brougua constitue la 5e étape d'une tournée initiée par le ministre dans les différentes universités. Christelle Menant avec le commentaire de Léon Brou. Première année universitaire à la suite des réhabilitations et l'intégration du système licence, master, doctorat. Qu'en est-il réellement à l'université Nangui à Brougua après un semestre écoulé? Le point a été fait ce matin au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Cissé Bakongo, dans le cadre de sa tournée des universités. Au chapitre des difficultés, l'accent a été mis sur le manque de certaines infrastructures et matériels
aussi bien pour étudiants que personnel enseignant et administratif. Au début de l'année, le Wi-Fi passait. On venait avec les ordinateurs pour venir faire des recherches et tout, mais bon, à la fin du premier semestre, on a vu que du coup, ça ne passait plus. Concernant la restauration, les plans ne sont pas subventionnés par l'État. On a besoin de bus. Donc l'étudiant finit à 18h30, souvent il rentre à la maison à 22h. Il y a beaucoup de professeurs qui n'ont pas de bureau, ils sont obligés de partager des bureaux avec leurs collègues. Et puis il y a aussi un élément important, c'est les laboratoires de recherche. Avec la crise que nous avons connue, tout le matériel a été endommagé, le matériel a été emporté. Une grande partie de ces préoccupations est en cours de résolution, a rassuré le ministre Bakongo. Il a par ailleurs présenté sa nouvelle vision des universités ivoiriennes, à savoir une approche managériale plus proche de celle des entreprises. Nous avons rassuré la présidence, le personnel administratif et technique, les enseignants, quant à l'arrivée et au déploiement très prochain, ici même à Nangui-Abrogoua, des équipements, ce qu'ils peuvent faire aussi parce que les universités, dans notre vision, sont des véritables entreprises. Nangui-Abrogoua, ex-université Abobo-Adjamé, dispose entre autres de 4 unités de formation et de recherche, sciences de la nature, sciences et technologies des aliments, sciences et gestion de l'environnement et l'UFR sciences fondamentales et appliquées, en plus de l'école préparatoire aux sciences de la santé. La Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro abrite depuis mercredi un colloque initié par la commission heuristique de la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Ce colloque vise notamment à expliquer les causes profondes de la crise ivoirienne. Charles Tatou pour le compte-rendu. Dans sa quête de solution à la réconciliation des Ivoiriens et au retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire, la CDVR a créé une commission heuristique dont la mission reste la recherche des causes profondes de la crise ivoirienne. Joignant l'acte à la parole, cette composante de la CDVR vient d'initier à Yamoussoukro un colloque sur le thème « Comprendre pour mieux réconcilier ». On sort de l'évocation de nos souffrances. Chacun a souffert, mais tant qu'il pensera qu'à sa souffrance, la réconciliation sera difficile. Il faut dépasser la souffrance pour arriver à la réflexion qui permet de comprendre les causes. Et quand nous aurons compris aussi que nous sommes tous victimes des mêmes causes, cela nous rapprochera. Au lieu de chercher à mettre le gopor à son voisin, on verra que nous souffrons de la même maladie. C'est tout le monde qui en souffre. Les travaux de ce colloque ont drainé intellectuels, religieux, syndicalistes, acteurs de l'économie et militants de la société civile ivoirienne. Le débat était très houleux, puisqu'on a vraiment débattu des différentes causes. Nous sommes dessus encore, c'est demain qu'on finit. Le colloque a été quand même franc dans l'ensemble, parce que d'aucuns qui ont des positions, comme on nous taxe de pro-Gbagbo et de pro-Ouattara, on a pu quand même s'exprimer dans une attente parfaite. J'estime qu'il est important de développer encore plus la formation professionnelle qui garantit l'auto-emploi et qui permettra donc aux populations vivant en Côte d'Ivoire de pouvoir générer l'emploi. Et ce qui m'émeut davantage, c'est la prise de conscience sur cet aspect abstrait, la nation, le pays, le vivre ensemble. Et tout le monde est conscient qu'il faut se parler, il faut que la réconciliation ait lieu. Plusieurs sujets font l'objet de débats au cours de ce colloque, dont le foncier, la démocratie, la sécurité, la justice, l'éducation et la pauvreté. 124 Ivoiriens réfugiés au Togo et au Ghana après la crise post-électorale sont revenus en Côte d'Ivoire. Ce retour est le fait du Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Les précisions de Gabriel Zani. C'est aux environs de 15 h qu'ils sont arrivés ce jeudi au siège du Sahara, service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. 124 Ivoiriens réfugiés au Togo et au Ghana, soit 60 familles, sont de retour à Abidjan. On trouvait qu'on est mieux que ce soit, donc il fallait revenir tôt ou tard. Je constate que la paix est retrouvée. Je suis beaucoup content de retrouver mon pays. Cette opération de rapatriement volontaire a été facilitée grâce aux actions menées par le Haut Commissariat pour les réfugiés. D'abord, nous avons un bureau du HCR au Togo qui a joué un rôle majeur dans la sensibilisation
qui a joué un rôle majeur dans l'enregistrement, qui a joué un rôle majeur dans la vaccination, parce qu'il faut que tout le monde soit vacciné avant de rentrer dans son pays d'origine pour des raisons évidentes. Et nous avons aussi joué un rôle sur le plan financier parce que chaque opération coûte quand même de l'argent. Une fois arrivés, les ex-réfugiés remplissent les formalités d'usage en vue de leur permettre de rejoindre leurs familles respectives. Des mesures d'accompagnement sont prévues également pour tous ceux qui ont tout perdu durant la guerre afin de leur permettre de reprendre leurs activités. Bientôt, nous allons faire le recueil des informations et faire le suivi des réfugiés ivoiriens pour que leur retour soit véritablement durable. Nous avons les ministères techniques pour voir ceux qui ont perdu momentanément leur emploi, comment on peut les intégrer. Si c'est des enfants pour des préoccupations d'ordre éducationnel, nous voyons le ministère technique pour voir comment on peut les insérer dans le système éducatif. Au total, 314 réfugiés ont regagné Abidjan de façon volontaire dans le cadre des accords tripartites entre les gouvernements ivoiriens et togolais et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'actualité à l'étranger avec tout d'abord la situation dans le Nord Mali où le gouverneur de Kidal a été contraint de faire demi-tour. Le colonel Adama Kamisoko a effectué un retour avorté hier, quelques heures après son arrivée dans la ville. En cause des tensions provoquées par la présence de l'armée malienne à Kidal. Ce retour était pourtant censé marquer le redéploiement de l'administration malienne dans la localité. Suivez ce reportage. C'est un passager pas comme les autres qui débarque jeudi à Kidal. Le gouverneur de la ville, de retour chez lui, entouré de ses préfets. Tout un symbole, cela fait 1 an et demi que le représentant de l'État malien n'avait pas mis les pieds ici. Je me réjouis réellement et je suis très content d'être aujourd'hui à Kidal. Et la première priorité pour l'administration aujourd'hui, c'est d'organiser les élections crédibles dans toute la région de Kidal. Mais rien n'est prêt dans ce bastion de la rébellion Touareg, déserté depuis des mois par l'État central. Il faut revoir les listes électorales, distribuer les cartes d'électeurs, et ce, avant le 28 juillet. Alors, sans plus attendre, les représentants de l'administration se mettent au travail. Nous sommes venus pour travailler et on va travailler d'arrache-pied pour que nous soyons dans les délais afin que l'administration ne soit pas coupable de l'échec des élections. Mais à Kidal, la situation reste tendue. Les seules banderoles qui accueillent le gouverneur sont celles des militants pro-Azawad. Ici, la sécurité est assurée par les casques bleus de la MINUSMA. Les soldats maliens, eux, n'ont pas quitté leur camp depuis leur retour dans la ville, il y a une semaine. Officiellement, pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. Le jour où nous sommes arrivés, il y avait beaucoup de populations qui nous acclamaient, mais beaucoup de populations sont intimidées aujourd'hui parce qu'il y a une petite minorité violente qui les intimide et je pense qu'ils ont dû lancer une ville morte aujourd'hui. Signe de ces tensions, le gouverneur ne restera finalement que quelques heures. Son retour avorté sonne comme un mauvais présage pour la tenue de l'élection présidentielle à Kidal. En France, un grave accident de train dans l'Essonne a fait au moins 7 morts, 9 blessés graves et 17 légers. Le train en provenance de Limoges a déraillé et s'est couché à hauteur de Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne. Et puis la page sport pour refermer ce journal. Le général Lassana Palenfo a été reconduit pour un mandat de 4 ans à la tête de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, l'ACNOA. La 15e assemblée générale ordinaire de l'association s'est ouverte aujourd'hui. Elle prend fin demain ici à Abidjan. Sébastien Ouénier pour le compte-rendu. Ce renouvellement des instances de l'ACNOA est un nouveau départ de cette institution. Le général Lassana Palenfo, seul candidat, a bénéficié de la confiance des présidents des comités nationaux olympiques d'Afrique. Je pense que l'avenir de l'ACNOA sera plus effectif et nous travaillons surtout maintenant sur Rio parce que nous voudrons avoir plus de 40 médailles à Rio et aussi organiser le village africain en totalité. Souhaiter avoir la participation de tous les pays africains parce que 16 pays sur 53, ce n'est pas assez pour organiser. Il faut que nos compétiteurs aient le maximum de choses pour s'aguerrir.
Et aussi, nous allons essayer de former des centres en Afrique pour éviter la fuite de nos athlètes. Aussi, chercher des moyens qu'on puisse les conserver après les compétitions chez nous. Parce que s'ils sont sûrs d'avoir un revenu minimum pour s'occuper d'eux-mêmes et de leur famille, ils ne prendront pas la clé des champs. 4 vice-présidents vont accompagner le général Lassana Palanfo dans sa nouvelle mission. L'Algérien Baraf Mustafa, premier vice-président. Joao Manuel Dacosta de Sao Tomé, deuxième vice-président. Philippe Ao de l'île Maurice, troisième vice-président. Enfin, Miss Moaloa, quatrième vice-président. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne fin de soirée sur nos antennes.